L'entreprise a l'obligation légale de former son personnel. Elle doit assurer l'employabilité de ses salariés. Mais au-delà de ça, elle doit aussi pérenniser son entreprise. C'est-à-dire qu'elle va devoir former son personnel afin qu'il puisse répondre aux nouvelles technologies et à l'évolution du marché. On a une dépense globale moyenne de 2,60% de la masse salariale par entreprise. Mais ce taux varie énormément en fonction de la branche professionnelle. Aujourd'hui, le taux légal, depuis 2015, est de 1%. 1% pour les entreprises de plus de 11 salariés. Et cette taxe, elle est appelée taxe unique. Et elle est versée à l'OPCA de branche. Nous avons la chance d'être dans un pays où, grâce à la loi sur la réforme de la formation professionnelle, vous avez des moyens qui sont mis à disposition des salariés et des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent se former tout au long de leur vie professionnelle. Ces moyens, ils sont précieux puisqu'ils leur permettent en effet de pouvoir trouver plus facilement de l'emploi, se reconvertir si besoin. Et c'est précieux parce que dans beaucoup de pays, notamment comme aux États-Unis, vous n'avez pas de moyens mis en place ainsi et les gens doivent financer par eux-mêmes ce type de formation. Le plan de formation peut être défini comme l'ensemble des actions de formation d'une entreprise pour ses salariés. Alors, c'est une obligation de le présenter aux instances représentatives du personnel. Il n'y a pas de norme de présentation pour le plan de formation, mais certains critères doivent y figurer. Par exemple, le nom des actions, la catégorie des actions, le nom des prestataires, formation interne ou autre, le personnel entrant dans ce plan de formation, le coût des actions et éventuellement définir les actions liées à la professionnalisation. Cette caractéristique pour qu'une action rentre dans une action de formation. D'abord, il faut un objectif, il faut un programme, il va falloir des prérequis, il va falloir des moyens pédagogiques écrits, il va falloir un encadrement pédagogique, un suivi de l'action de formation et une évaluation. Le présentiel, c'est la présence entre un apprenant et un formateur ou un enseignant. Donc on a une unité de temps, de lieu et de sujet. Le premier avantage, c'est la présence du formateur face aux apprenants lui permet de s'adapter à leur niveau, de vérifier leur acquisition de compétences, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour les apprenants, c'est aussi un temps de partage et d'échange entre eux. 3 inconvénients principaux. La première, c'est la contrainte de temps. La deuxième, c'est les coûts pour l'entreprise. Pas le coût de la formation en tant que tel, mais tous les coûts annexes, les frais de déplacement, d'hébergement, etc. D'autant plus quand les formations sont sur Paris, que les gens sont majoritairement en province. Et puis, c'est également pour certains apprenants la sensation en venant en formation de retourner sur les bancs de l'école. Donc l'appréhension du rapport maître-élève. Vous avez à votre disposition un panel de formations assez varié et surtout depuis quelques années où les nouvelles technologies ont fait beaucoup accélérer tout ce qu'on propose. La formation entre guillemets traditionnelle. C'est ce qu'on appelle la formation sur catalogue ou inter-entreprise, proposée par ces mêmes organismes, la formation intra-entreprise. Donc là, c'est l'organisme qui vous met à disposition un formateur spécialisé sur un sujet pendant X journées. Ensuite, les formations un peu plus innovantes, le e-learning. Un groupe en formation, un groupe idéal, c'est entre 8 et 12 personnes. Pour qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que chacun se sente bien. Et pour se sentir bien, il faut donner le cadre dans lequel on va travailler. Il peut y avoir 3 types d'animateurs d'animation. Vous avez l'animateur qui est au centre de l'animation, c'est celui qui sait, il est très directif. Deuxième type d'animation qui est l'animateur qui est plutôt un facilitateur. Et puis vous avez un troisième type de formateurs qui sont plutôt des formateurs qui vont faire travailler, réfléchir leurs participants. Pour faciliter les échanges, il n'y a rien de mieux que d'abord de les faire travailler et ensuite surtout de les faire travailler en sous-groupe. L'attention, on dit qu'au bout de 8 minutes, on perd de l'attention. Donc ce qu'il faut, c'est varier, c'est varier en permanence.
La formation interne, elle est conçue par l'entreprise avec ses propres ressources. Elle peut être dispensée soit par ses propres salariés, soit par un formateur externe intervenant à la demande de l'entreprise. Elle représente un excellent moyen pour diffuser les savoir-faire métiers et transmettre la culture d'entreprise. Alors la formation interne, elle peut s'inscrire dans le parcours professionnel du salarié et compter dans le budget investissement formation de l'entreprise. Un bon formateur, c'est aussi quelqu'un qui va savoir s'adapter et répondre à ses besoins. Quelqu'un qui réussisse, quelqu'un qui a bien préparé, qui a bien écouté les attentes et les besoins, qui tente d'y répondre au maximum, qui sait s'adapter à son public. Une journée de formation, ça se construit, disons, en 4 modules. On a un premier module qui va aller qui sera de 9h à 10h30 jusqu'à la pause, et puis ensuite un deuxième module jusqu'à la pause du déjeuner, un troisième l'après-midi, un quatrième. Bon. Eh bien, dans ce fractionnement, on va définir des objectifs par demi-module. Le formateur interne doit disposer de certaines qualités et compétences pour mener à bien sa mission. En ce qui concerne les qualités, nous pouvons citer l'écoute, la patience, l'empathie, un état d'esprit positif, un sens de l'observation, un dynamisme, du charisme, de la rigueur, de l'humilité, une certaine résistance au stress, au trac. Au niveau des compétences professionnelles, on peut citer la parfaite connaissance technique du sujet, l'expérience, la bonne connaissance de l'entreprise et de sa culture. Je crois que ce trac touche tout le monde parce que l'exercice de parler en public n'est pas inné, n'est pas naturel. Donc, il est normal d'avoir une certaine appréhension. Maintenant, l'intensité varie d'une personne à une autre et quelqu'un qui va être plus timide aura sans doute peut-être un peu plus de trac. Et puis aussi, tout dépend de l'enjeu. Donc de l'expérience, des personnes qui peuvent être dans la salle, parce qu'au final, le trac, c'est une pression que l'on s'impose à nous-mêmes. Mais il est aussi important parce qu'il vous permet de vous réveiller un petit peu, d'apporter un certain dynamisme. Donc le trac est aussi utile. Distanciel, il n'y a plus de face à face, on est dans une rupture de l'unité de temps et de lieu, et donc on va se servir de moyens numériques, informatiques, etc. pour pouvoir rentrer en relation avec les apprenants. Aujourd'hui, la loi permet que ça ne soit plus la présence qui compte, mais l'assiduité. Ça veut dire que vous pouvez intégrer dans votre plan de formation toutes les formes de formation distancielles et qu'elles peuvent être financées par vos organismes financiers, par vos OPCA. Le e-learning, c'est la formation en ligne, tout simplement. Donc on a des ressources pédagogiques qui ont été mises en ligne par l'entreprise qui veut former ses salariés, et les salariés vont accéder à ces ressources pédagogiques via leur ordinateur ou leur tablette ou leur téléphone portable. La première ressource dont elles ont besoin, ce sont des ressources pédagogiques, des contenus de formation. Ces contenus de formation, ça peut être du texte, ça peut être du flash, ça peut être de la vidéo, étant donné que la vidéo supplante de plus en plus tous les autres modes de distribution de la formation. Ensuite, elles doivent avoir des serveurs sur lesquels elles vont abriter ces contenus de formation et un logiciel pour distribuer ces contenus de formation aux apprenants, ce qu'on appelle habituellement un LMS. Et puis, les entreprises ont des outils de communication entre les formateurs et les apprenants. Ça peut être des chats, des forums, des classes virtuelles ou outils de communication entre les apprenants entre eux. Alors, Serious Games, c'est un jeu sérieux, c'est inspiré totalement des jeux vidéo. L'idée, c'est de se servir de ces jeux vidéo, de les transformer, de les adapter pour informer, communiquer, former, rappeler des règles. Donc les Serious Games permettent aussi de former les gens de façon ludique, notamment les jeunes générations XY qui sont très férus de ce genre de choses. Et ça peut être sur des choses très pratico-pratiques, par exemple des gestes de sécurité sur une chaîne de production. Blended, mélangé. Donc,
En France, on dit aussi formation multimodale ou formation mixte. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire de la formation en ligne, ce qu'on appelle très souvent en classe inversée. Donc on va donner un accès à un certain nombre de ressources pédagogiques pour que les gens se forment seuls, en ligne, à leur rythme. Et puis, de l'autre côté, on va organiser en présentiel, en salle, ou éventuellement sur une classe virtuelle, des regroupements qui ont pour objectif de répondre aux questions précises de chaque apprenant, de faire des ateliers, des cas pratiques, où on va rentrer beaucoup plus dans le détail et souvent avec des applications à l'entreprise. Le blended learning, c'est un pour le digital, un pour la formation présentielle, mais ça fait 3. Donc il y a eu vraiment une synergie entre les deux. Alors, un MOOC, c'est Massive Online Open Course, voilà, ça c'est pour l'acronyme. Donc on est sur de la formation en ligne, gratuite, avec une communauté d'apprenants qui est très importante, qui peut atteindre plusieurs milliers pour certains MOOC, qui va se dérouler généralement sur plusieurs semaines avec des rendez-vous hebdomadaires et puis des moyens également pour permettre aux apprenants de progresser avec des quiz, des exercices ou des travaux à rendre et un certificat à la fin. L'idée, c'est de développer la co-construction des savoirs et des savoir-faire. Ce qui va être le plus pertinent au-delà du MOOC, c'est le COOC, c'est le Corporate Online Open Course. Là, cette fois-ci, ce sont des modules de formation qui vont être accessibles aux salariés de l'entreprise et aux clients de l'entreprise. Et enfin, vous avez un dernier format qu'on appelle le SPOC, encore un acronyme, donc c'est le Small Private Online Course. Depuis le 1er janvier 2015, on est entré dans une obligation de former, alors qu'avant on était dans une obligation de dépenser. Les entreprises de moins de 11 salariés doivent verser 0,40% de leur masse salariale au titre du plan et 0,15% au titre de la professionnalisation, obligatoirement à leur OPCA de branche. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, le seul taux qui est reconnu à l'heure actuelle, c'est la taxe unique de 1%. Maintenant, les entreprises vont devoir mettre en place une véritable politique de formation puisqu'elles ont l'obligation de former l'ensemble de leurs salariés dans les 6 ans. Alors, les objectifs de ce décret sont d'augmenter la qualité des prestations de formation qui sont financées par les OPCA, les régions et le Pôle emploi. Le décret concerne en fait les financeurs, c'est-à-dire ceux qui financent. C'est-à-dire que dorénavant, à partir du 1er janvier 2017, ils ne peuvent financer, accorder des demandes de financement, de formation, qu'à des demandes où l'organisme choisi figurera sur une liste de référence. Et donc, pour accéder à cette liste de référence, il faudra avoir une certification qualité ou être identifié comme tel par le financeur. Donc, les critères réglementaires sont essentiellement le règlement intérieur des formations, ce que beaucoup d'organismes de formation n'ont pas, la gestion de ce qu'on appelle le programme, le contenu du programme, voilà, les résultats. Donc ça, c'est des critères réglementaires. Et ensuite, après, on a 6 critères qui concernent, qui vont de l'identification des objectifs de formation. Ensuite, on a 2 critères qui concernent, je dirais, les moyens, l'environnement, donc les moyens pédagogiques, les salles, les moyens d'évaluation, comment on fait pour évaluer, les moyens, comment on fait pour le suivre, donc les attestations de présence, voilà, et la matérialisation du résultat. Et enfin, on a un critère sur le formateur, où là, on exige que la qualification du formateur soit importante. Et enfin, le dernier critère concerne la prise en compte des appréciations. Sur laformationpourtous.com, accédez en un clic à 1200 formations professionnelles. N'attendez plus pour développer vos compétences avec laformationpourtous.com.